Nous sommes le mardi 28 juin. Bienvenue, bonsoir à tous. À la une ce soir, l'ouverture à Paris du pré-sommet sur la transformation de l'éducation. Au siège de l'UNESCO, les ministres de l'Éducation nationale de plusieurs pays du monde planchent sur la question. C'est une rencontre pour préparer le sommet des Nations Unies à New York en septembre prochain. Dans la formation professionnelle, 26 850 candidats composent depuis ce matin pour le CAP, le BEP, le BT et le BP session 2022. Les épreuves écrites vont durer jusqu'au vendredi 1er juillet prochain pour des résultats attendus le 21 juillet. Dans le dossier Eco Plus ce soir, nous nous intéressons à ces jeunes Africains qui vivent dans l'Hexagone et qui ont fait de l'humour leur métier. Sur les réseaux sociaux, ils se font de plus en plus connaître, ils arrivent même à en vivre. Nous vous proposons donc d'aller tout à l'heure à leur rencontre. Et puis ce drame à Melilla, au moins 23 migrants ont péri lors d'une tentative d'entrée massive dans l'enclave espagnole. L'Union africaine dénonce le traitement violent et dégradant de ces migrants et réclame une enquête. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau journal sur RTI 1. Démarrant ce soir à Paris, le pré-sommet sur la transformation de l'éducation s'est ouvert au siège de l'UNESCO. Les ministres de l'Éducation nationale de différents pays ont décidé de mener la réflexion sur la transformation de l'éducation, et cela en vue du sommet de New York aux Nations Unies. La ministre ivoirienne Maria Toukoune y a partagé l'expérience de la Côte d'Ivoire pour un système éducatif plus performant. Envoyé spécial à Paris, Michel Digré. Les ministres en charge de l'éducation représentant plus de 80 pays membres du partenariat mondial pour l'éducation sont en conclave. Ils veulent faire bouger les lignes face aux obstacles qui freinent les progrès en matière d'éducation. Nous nous engageons à transformer l'éducation en mobilisant la volonté politique des plus hauts niveaux locaux, nationaux et internationaux pour des financements de l'éducation accrus, améliorés et innovateurs. La ministre Maria Toukoune a présenté les initiatives prises par le gouvernement ivoirien pour rendre le système éducatif plus performant. La Côte d'Ivoire a décidé de transformer en profondeur et de façon qualitative son système éducatif. C'est pour cela que nous avons initié les États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, qui sont des consultations nationales, dans un processus participatif, itératif, inclusif, qui a mobilisé tous les acteurs autour de 3 types de dialogue: dialogue politique, dialogue social et dialogue technique. La preuve de la volonté du gouvernement ivoirien de créer un consensus autour de l'école, c'est la participation d'un syndicaliste à ces assises. Je répartirai en Côte d'Ivoire pour dire à tous mes pairs qu'on peut travailler de concert avec l'administration, on peut gagner de l'administration, on peut donner à l'administration, et c'est main dans la main que nous allons véritablement transformer l'éducation. Transformer l'éducation avec l'expertise de tous les partenaires de l'école. Pour y arriver, la Côte d'Ivoire va aussi intensifier les financements. Nous nous engageons à aller vers l'optimisation de l'utilisation de ressources financières du secteur, le développement de nouveaux partenariats au plan national et international pour mobiliser des ressources supplémentaires et l'amélioration de la gouvernance financière par l'instauration d'une culture de la redevabilité. Cette première journée de pré-sommet aura permis à l'ensemble des participants de présenter les résultats préliminaires de leur consultation et de partager les éléments clés de leur engagement à transformer l'éducation. La synthèse des travaux sera présentée au cours du sommet de New York en septembre prochain. Ici en Côte d'Ivoire, dans l'enseignement supérieur, un plan d'action est en cours d'élaboration. Il s'agit de parachever la mise en œuvre du système licence master doctorat LMD dans les institutions publiques d'enseignement supérieur et de recherche en Côte d'Ivoire. Sephora Zegui. Redynamiser et corriger les défaillances observées dans la mise en œuvre du système licence, master et doctorat dans les établissements d'enseignement supérieur.
C'est l'objectif que vise l'unité de coordination du contrat de désendettement et de développement C2D en initiant une rencontre avec les acteurs du système d'enseignement supérieur. Il s'agit d'accompagner la modernisation du système éducatif et sur le volet enseignement supérieur et recherche de la Côte d'Ivoire. Donc ça n'est pas une limite, c'est simplement un diagnostic qui a été porté par les autorités ivoiriennes, qui a analysé son dispositif, qui a souhaité définir de nouvelles orientations. Jean-Christophe Béliard, l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, insiste sur la nécessité d'intégrer le numérique dans le nouveau plan d'action du LMD. La France a déjà contribué à hauteur de 10 milliards de francs CFA au développement du numérique éducatif. Espace numérique, studio d'enregistrement, ouvrages numériques, ressources pédagogiques numériques, formation ouverte et à distance. Tout cela aidera et confortera les enseignants-chercheurs et les étudiants dans le processus d'appropriation du système LMD. Améliorer la qualité de l'offre de formation afin de le rendre plus performant par rapport aux besoins du monde socio-économique, en cohérence avec les standards internationaux. Voilà la mission du LMD voulue par Adama Diawara, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Il y a un certain nombre de problèmes qui demeurent dans la mise en œuvre de notre système LMD. Et ça nous oblige à corriger ces aspects-là et à revoir un certain nombre de fondamentaux, notamment les découpages de nos enseignements en unités d'enseignement, en ce sens qu'il faut revoir le contenu des enseignements pour les rendre plus, en cohérence avec ce qui est recherché comme profil de compétences sur le marché de l'emploi. Pour rappel, c'est en 2012 que la Côte d'Ivoire a basculé dans le système licence, master et doctorat. Dans la formation professionnelle, 26 850 candidats composent depuis ce matin les épreuves écrites de 4 examens, dont le CAP et le BEP, qui vont durer jusqu'au vendredi 1er juillet prochain. Isaïo. C'est le Centre des TIC et d'informatique appliquée, CELIA, à Trècheville, qui a été choisi pour le lancement des épreuves écrites dans la filière de la formation professionnelle. 26 850 candidats sont donc en lice pour l'obtention des diplômes du CAP, certificat d'aptitude professionnelle, du BP, brevet d'études professionnelles, du BT, brevet des techniciens et du BP, brevet professionnel. Bon, pour l'instant, c'est abordable. Nous sommes en puériculture et diététique infantile. Voilà, en puériculture, ici, on parle d'une jeune fille qui a contracté une grossesse à l'âge de 15 ans. Le directeur de cabinet, Sangaré Moustapha, qui a procédé au lancement de ces épreuves écrites au nom du ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, se dit satisfait du bon déroulement de ces épreuves. Nous avons démarré par la phase des épreuves physiques. Ensuite, il y a eu les phases de soutenance des travaux pratiques. Et aujourd'hui, nous lançons les épreuves écrites. Ça se passe bien, les candidats sont présents, il y a quelques absents quand même. Les épreuves écrites prennent fin le vendredi 1er juillet 2022 sur l'ensemble du territoire. Quant aux résultats, ils sont prévus pour le jeudi 21 juillet 2022. Voyons en image ce premier jour de composition également dans la région de Gbeke. Ils y sont 1737 candidats pour 6 centres de composition. Le reportage de Soro Corona. Épreuve écrite du brevet des techniciens et du certificat d'aptitude professionnelle dans les filières tertiaires et industrielles. Dernière étape des examens du ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Dans la région de Gbeke, ils sont 1737 candidats, dont 414 pour le CAP et 1323 pour le BT, qui composent dans 6 centres. Avant la distribution des copies, le stress et l'angoisse se lisent sur le visage des candidats. Ça peut aller. Je suis confiante et j'ai confiance en Dieu. Il va nous aider. Présente pour le lancement officiel des épreuves, les autorités administratives exhortent les candidats et surveillants à tourner le dos à la fraude. Le président de la République demande un Ivoirien nouveau. Et l'Ivoirien nouveau, c'est l'Ivoirien, enfin, c'est la refondation des mentalités. Voilà, donc ça veut dire quoi? Que l'excellence ne rime pas avec la tricherie. Les épreuves ont débuté par la technique d'expression.
Une épreuve à la portée des candidats. Le sujet parle de la formation technique et professionnelle. Le sujet est abordable pour moi parce que ça nous concerne. L'État fait ça pour que nous, on puisse demain comment aider nos parents, comment s'en sortir après nos formations. Pour le directeur régional du ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, toutes les dispositions sont prises pour des examens crédibles. Nous avons dans la région de Bakel au maximum 22 candidats qui sont surveillés par 2, quelquefois 3 examinateurs, 3 surveillants. Et tout ça pour juguler les volontés, peut-être les velléités de fraude. Les portables ne sont pas admis dans les salles. Nous espérons avoir au moins 85% d'admis au niveau du CAP. Les épreuves écrites du BEP et CAP prennent fin le vendredi 1er juillet. Pour les candidats au baccalauréat, ce sont les épreuves orales qui ont débuté aujourd'hui. 330 567 candidats composent en anglais, en français, en plus de l'allemand ou l'espagnol. C'est Forazegui. Lycée moderne de Cocody ce mardi matin. Ici, plus de 730 candidats prennent part aux épreuves orales du bac. Dans cette salle, des élèves assis patiemment attendent leur tour de passage devant un examinateur. Nous ont donné des tests à bosser déjà depuis le début de l'année, donc ce sont les mêmes tests qu'on verra aujourd'hui. À 2 pas de cette salle, les épreuves démarrent par l'appel. Les autres vous attendez dans votre salle. Paul est la première à démarrer son exposé qui portait sur l'œuvre « L'aventure ambiguë » de Cheikh Hamidou Kane. Le matin de l'Occident en Afrique noire se conseillait de souris, de coups de canon et de violentes ripousses. Ceux qui n'avaient point d'histoire rencontraient ceux qui portaient le monde sur leurs épaules. L'exposé de la candidate achevée, elle nous fait un résumé. J'ai parlé du bouleversement des sociétés africaines dans l'œuvre. On a aussi l'impact social sur les Africains. On a aussi la douleur physique qu'ont ressenti les Africains lors de cette pénétration-là. Je pense que c'est quand même bien passé. Déborah, professeure de français, est tombée sous le charme de notre candidate. J'ai été très impressionnée par la première candidate. Je ne m'y attendais pas du tout. Mais il faut dire qu'elle était bien, elle a répondu parfaitement aux questions. Les candidats sont évalués dans plusieurs disciplines telles que le français, l'anglais, l'espagnol et l'allemand. En parlant d'allemand, nous voici dans une salle où les candidats sont auditionnés dans cette langue vivante. Ici également, les enseignants sont satisfaits. J'ai eu des candidats ce matin qui vraiment se défendent bien. Elles ont mis en application ce qu'on leur a dit en classe. Le baccalauréat a démarré dans cet établissement. À notre passage, aucun incident ni absence signalée par le vice-président du jury. Ça se déroule bien, les candidats sont là, les interrogateurs sont là, ça a commencé. Voilà. Au plan national, ce sont 330 567 candidats qui sont soumis à l'examen du baccalauréat cette année. Ils sont repartis dans 525 centres sur tout le territoire national. Et on change complètement de tableau. Comment l'Égypte parvient-elle à développer son agriculture et à produire en quantité et en qualité en plein désert? Le ministre ivoirien de l'Agriculture est sur place afin de s'inspirer de ce modèle de réussite, comprendre le mécanisme de maîtrise du sol et les techniques d'irrigation utilisées. Amadou Ouattara est notre envoyé spécial en Égypte, sans reportage. Le gouvernorat de Beira, c'est en Égypte, zone désertique sur l'axe Caire-Alexandrie. Le sable a été transformé en terre cultivable. Ici, vous trouverez des vergers d'oranges, des hectares de raisins, de patates, de fraises, ainsi que des pépinières d'avocatiers et de manguiers. Sans oublier plusieurs autres spéculations agricoles. Agréablement surpris par cette production des raisins sans pépins, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobena Kwasi Adjoumani, ne peut s'empêcher de goûter. Il faut aller en profondeur du sol, entre 150 et 250 mètres, pour pouvoir faire des canalisations et procéder à l'arrosage goutte à goutte. En effet, cette ferme dénommée Belco est la volonté de 2 frères qui ont su mériter la confiance de partenaires internationaux et du ministère de l'Agriculture de l'Égypte de par l'efficacité du travail abattu. Moi et mon frère, depuis très longtemps, on a commencé à adopter cette ferme pour pouvoir faire quelque chose de nouveau et introduire une nouvelle technologie, des nouvelles pratiques agricoles. Ça, c'était autour des années 90. Alors, on avait décidé maintenant de quitter ce qui est facile pour ce qui est difficile, avec tous ces défis pour être capable à la fin de passer pour le marché d'exportation.
L'exploitation s'étend aujourd'hui sur plus de 120 hectares. Elle produit 10 000 tonnes de fruits et légumes destinés à l'exportation en Europe, en Asie et au Moyen-Orient. Pour arriver à ce niveau de production, le président du groupe agricole Belco a mis les moyens. Ses ingénieurs ont œuvré pour la recherche sémencière, la fertilisation et l'irrigation du sol autrefois sableux et aride. Le ministre d'État, Kobena Kwasi Adjoumani, pense déjà à faire dupliquer cette expertise en Côte d'Ivoire. Ici, c'est du sable qu'on voit et avec du compost, on fait pousser donc des raisins et nous sommes en plein désert. Cela veut dire qu'en Côte d'Ivoire, on peut également faire la même chose. En Égypte, les activités agricoles contribuent à 12% au PIB du pays. 80% des terres sont désertiques. 70% de ces ressources en eau proviennent du fleuve historique, le Nil. On en vient au dossier EcoPlus. Ils sont pour la plupart étudiants ou en quête d'emploi. Des jeunes Africains vivant dans l'Hexagone avec un point commun, leur passion pour l'humour. Et grâce au développement des réseaux sociaux, cette passion s'est vite transformée en un véritable business qui est aujourd'hui leur première source de revenus. Notre reporter les a suivis en France. Sans reportage dans le dossier EcoPlus. À l'aide d'un téléphone, Sophono Merrill, plus connu sur les réseaux sociaux sous le nom de Axel Merrill, s'est bâti une renommée. Véritable star du web, Merrill et ses compagnons enchaînent les capsules vidéo de jour comme de nuit. 1, 2, 3, action. Ça va, chérie? Bonne arrivée. Cette scène met en lumière un homme cocufié mis en index et terrifié par la main de son épouse. Mais moi je ne comprends pas, qu'est-ce qui se passe là? Je suis asthmatique, il faut faire doucement parce qu'au fait, moi je ne vais pas mourir pour une femme. Je n'ai pas signé pour ça, pour le mariage là. Le mariage là, c'est pas signé pour les coups que tu m'as donné là. Non, non. Mais tu es un homme, non? Je comprends pas, tu es un homme. Ta femme est là, je comprends pas. Cette vidéo a récolté plus de 700 000 vues en quelques jours. Elle est la dernière d'une série de 1000 vidéos produites par Axel et ses amis depuis 8 ans qu'ils se sont lancés dans cette aventure. Ouais, c'est rentable, ça fait gagner comme les mêmes sacrifices que tu donnes, ça te donne aussi genre, voilà, ça te donne aussi une paye. Je pense que quand tu fais plus de sacrifices, on te paye autant, tu vois. Depuis l'avènement de la monétisation sur les réseaux sociaux, les humoristes ont la plupart digitalisé leur activité. Une nouvelle approche qui rapporte gros. À des moments, ça gagne beaucoup. Mais à des moments, ça ne gagne plus du tout, tu vois. C'est vraiment comme ça. Les humoristes d'avant ou bien les acteurs d'avant avaient peut-être besoin de soit avoir un contrat avec un réalisateur ou bien quelqu'un pour être vu. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir les réseaux sociaux qui sont assez développés. Tu peux être vu, tu peux montrer ton talent et tu n'es pas forcément... comment on appelle ça? Tu ne restes pas à attendre forcément qu'on vienne te découvrir. Tu peux te montrer et ensuite, ça va faire son effet, quoi. Si Axel revendique plus de 6 millions d'abonnés et environ 50 000 € par an de ristourne, soit 32 millions de francs CFA, notre jeune diplômé en télécommunication d'à peine 25 ans n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Tout comme Axel Merrill, Jojo, un autre web humoriste africain vivant en France. Il a été récemment primé par le groupe YouTube pour ses millions d'abonnés. Au début, de base, c'est faire des vidéos pour faire rigoler, pour déstresser des gens. Oui, ça c'est la base, ça. Mais tu as fait en sorte que, avec le temps, cet objectif que j'avais en fait, est devenu rémunérable. Ça c'est franchement monnaie en argent en fait. Sinon de base, on n'avait pas de la monétisation sur Facebook. Peut-être YouTube, oui, YouTube rémunérait déjà il y a très longtemps. Mais Facebook maintenant est revenu et tout, et ça fait qu'on arrive à toucher sur les deux côtés. Jojo s'est bâti en plus de la renommée une petite fortune grâce à la monétisation de ses pages, mais également grâce à ses contrats de publicité. L'activité lui rapporte un peu plus de 100 millions de francs CFA par an. Les entreprises vont voir le réseau social sur lequel nous sommes, donc si c'est Facebook ou YouTube, les entreprises vont les voir pour leur faire comprendre qu'ils ont besoin de placement de produits dans les vidéos des annonceurs.
Donc, ils payent une certaine somme aux entreprises qui sont Facebook ou YouTube. Et ces entreprises Facebook ou YouTube s'occupent de dispatcher l'argent là à travers nos vidéos. Parce que c'est grâce à nos vidéos, ils peuvent inclure des publicités pour pouvoir faire voir ça au monde. Après l'expérience réussie du digital, aujourd'hui, ces jeunes talents ont tous les yeux rivés vers le cinéma. L'intérêt du truc, c'est de te prouver et de te faire montrer, montrer ce que tu es capable de faire. Et si par la grâce de Dieu, cela peut t'ouvrir des portes, on dit Amen quand je dis trouver des portes. Grâce à ça, tu peux facilement commencer à peut-être faire du one-man show. Grâce à ça, tu peux être contacté pour faire des films et tout. Et c'est ça l'objectif du truc. La rentabilité de l'activité ne sourit pas à tous. Sako, jeune Ivoirien qui s'est lancé il y a 5 ans, se nourrit encore de la passion. Le digital, pour lui, donne juste de la visibilité et pas plus pour l'instant. Tu as Facebook qui paye, fait des vidéos constamment. C'est pas mon cas, mais pour certains, ils sont très bien payés. Depuis quelques mois, Sako est retourné à la planche. Je me suis servi des réseaux comme tremplin pour essayer de concrétiser ce que je voulais faire de ce métier, de mes ambitions. Et c'est pour ça que je suis monté sur scène. Donc aujourd'hui, je suis plus concentré sur scène que sur Internet. Et j'essaye de justement me remettre petit à petit sur Internet, et essayer de bien gérer mon temps et faire les deux à plein temps. La monétisation des réseaux sociaux a suscité la création de nouveaux métiers. Les web humoristes en font partie. En France comme ailleurs en Côte d'Ivoire, ces nouveaux rois du web explosent les compteurs en matière de rémunération, au grand bonheur des web humoristes africains qui étaient jusque-là à la recherche d'un second souffle. Voilà un dossier réalisé par Cheikh Koné sur les web humoristes africains en France. Et nous revenons en terre ivoirienne pour parler de développement local. Les districts autonomes se dotent de schémas directeurs. Le district autonome des Lacs a procédé au lancement de l'élaboration de son schéma directeur de développement conduit par le Bénet. Léandro. Le district autonome des Lacs, ce sont le Bélier, l'Ifou et le Nzi, donc 3 régions pour 23 146 km². Ici, comme coordonner, suivre et évaluer avec efficacité la mise en œuvre des projets pour le bien-être des 906 000 habitants. La ministre gouverneur de ce district et son collègue Philippe Légré du Bassa-Sandra brandissent le schéma directeur dont l'élaboration convoque le corps préfectoral, les acteurs du développement local, la société civile, les élus et les cadres. Ces schémas intelligents, ils permettent de définir les actions à mener pour atteindre les objectifs bien précis. Au niveau des infrastructures sanitaires, au niveau donc, de l'éducation, au niveau de la santé. Mais tout ceci, si nous n'avons pas un schéma directeur qui nous guide, vous comprenez que dans ces cas-là, nous naviguons à vue. Soutiennent l'initiative la ministre du Plan, Niale Kaba, et le Premier ministre, Patrick Hachi. Le schéma directeur, selon leurs représentants, le professeur Pokou Kofi et Marcelin Bragori, vise à traduire l'idéal sans cesse promu par le président Alassane Ouattara d'assurer l'épanouissement de ses concitoyens. L'atteinte de ces objectifs exigera de tous les participants, notamment un diagnostic sans complaisance des réalités du district en matière de développement, la formulation de stratégies pour adresser les problématiques identifiées, l'établissement de programmes pluriannuels d'investissement afin de réaliser les attentes profondes des populations. Consultation, échanges et réflexions pour identifier l'existant et le manque d'infrastructures, ainsi que les actions pour booster le développement. Même objectif pour cette délégation de l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire ARDCI qui s'est rendue à Lyon en France afin de participer à la rencontre économique francophone de l'Association internationale des régions francophones. Elle est axée sur l'économie francophone, l'accès aux énergies et les politiques régionales en faveur des jeunes. Patricia Omouitia. L'économie francophone sur l'accès aux énergies et les politiques régionales en faveur des jeunes dans les pays francophones sont les sujets qui ont été abordés lors des travaux à l'Assemblée Georges Pompidou de Lyon en France. Exposés, table ronde, partage d'expériences des différentes régions étaient au menu.
Question d'œuvrer pour le développement en énergie dans les régions et mettre en place une politique d'emploi en faveur de la jeunesse ivoirienne. Il nous faut faire en sorte que nos pays, en raison des exigences et également de la nécessité pour nous d'aller vers des énergies variées, il faut que nous disposions d'énergie renouvelable afin que nous fassions face aux problèmes de carbone. Donc toutes ces raisons nous amènent donc à imaginer de bonnes formules pour avoir de la bonne énergie et également de l'énergie en quantité suffisante. La délégation ivoirienne de la RDCI, conduite par son président, le Dr Eugène Akaoulé, a ensuite fait partager ses expériences dans les régions du Lot-du-Bois, du Bélier et des Grands Ponts sur la formation professionnelle des jeunes aux métiers agricoles et de la pêche. Les présidents des conseils régionaux ont promis d'accélérer le développement de leur région en énergie, sans oublier la création d'emplois au profit de leur jeunesse politique, chère au président de la République, Alassane Ouattara. Le ministère de la Réconciliation et de la Cohésion nationale se dote d'une charte d'éthique et de déontologie. Elle comprend les règles et principes à observer dans l'accomplissement et la réalisation des activités du ministère. Laure Goretti et Sidonie Davila. Le ministère de la Réconciliation et de la Cohésion nationale se dote d'une charte d'éthique et de déontologie, un manuel d'une dizaine de pages qui servira de boussole au personnel du ministère. Cette cérémonie qui nous réunit est le symbole de l'engagement de tout le personnel du ministère à travailler en synergie en vue de formaliser l'implémentation de la démarche qualité. Il comprend l'ensemble des règles et principes à observer dans l'accomplissement et la réalisation des activités du ministère. L'éthique regroupe un ensemble de règles qui se différencient et complètent les règles juridiques. Oui, parce que ces règles intègrent le motif, le mobile des activités humaines et trouvent leur fondement. Un instrument avec des valeurs et exigences d'éthique à consulter et à respecter. En sport football, la rencontre du président de la Fédération ivoirienne de football et des premiers responsables de la RTI. Sur la table des échanges, la collaboration pour la CAN 2023 et aussi les différentes compétitions organisées par la FIFA. Patrick Dadier. À la tête d'une forte délégation de la Fédération ivoirienne de football, Idriss Yassim Diallo a rencontré ce lundi 27 juin la direction générale de la RTI, représentée au plus haut niveau par son directeur général, Fosseni Dambélé. Les échanges ont porté sur le partenariat qui lie les deux entités depuis de longues années. Après avoir fait un tour d'horizon sur la saison qui s'achève ce 30 juin, la projection a été faite sur le futur, notamment le grand challenge qui attend notre pays, c'est-à-dire l'organisation de la CAN 2023 et la Ligue 1 qui débutera le 10 septembre 2022. Il était important pour nous de venir saluer M. le directeur général, échanger avec lui, faire un peu le point du passé, mais surtout parler de l'avenir, construire une relation solide qui soit, comme on dit, win-win, gagnant-gagnant pour les deux entités. Et donc nous avons été très très bien reçus dans les meilleures conditions possibles et nous partons satisfaits. Nous avons un vécu, nous avons une expérience partagée, nous avons des acquis, mais il y a également aussi des aspects qu'il faut revoir, actualiser. Et surtout, nous avons un avenir à construire et consolider. Et donc, c'est tout cela que nous allons revisiter à travers le groupe de travail qui a été mis sur pied pour faire en sorte qu'au final, les acteurs de la planète foot chez nous, les joueurs, les équipes, les encadreurs, les organismes dirigeants, eh bien, tout le monde puisse tirer le meilleur profit de cette coopération et de ce partenariat. Afin de mieux peaufiner ce partenariat gagnant-gagnant entre la Maison du Vert et la Maison Bleue, un groupe de travail des deux parties, séance tenante, a été mis sur pied. Ce groupe devra s'accorder sur une des communes du partenariat d'ici la mi-juillet 2022.
On parle également religion dans cette édition. L'accomplissement du 5e pilier de l'islam a conduit des centaines d'Ivoiriens en Terre Sainte d'Arabie Saoudite. Sur place, le commissariat du Hajj s'attelle à leur bonne prise en charge, déplacement, hébergement, alimentation. Voyons comment tout cela s'organise dans ce reportage de nos envoyés spéciaux Mama Traoré et Abdul Aziz Ganiyou. Transporter les candidats au pèlerinage d'Abidjan en Arabie Saoudite n'est pas le seul défi du commissariat du Hajj. Une fois en Terre Sainte, il faut aussi assurer le déplacement des adorateurs. D'abord de l'aéroport vers l'hôtel, ensuite vers les sites emblématiques à visiter à Médine et enfin les convoyer vers la Mecque une fois leur séjour achevé. Ici, de Médine à la Mecque, c'est plus de 400 km. Donc il faut que les cars qui sont dédiés à nos pèlerins soient des cars de bonne qualité, surtout quand en ce moment il fait très chaud. Pour chaque contingent qui arrive en Arabie Saoudite, un autre défi de taille s'impose, celui d'héberger chaque fidèle. En la matière, le commissariat du Hajj s'est évertué à corriger les imperfections des années passées. Avant, on prenait beaucoup de temps pour loger les pèlerins et ça a fait beaucoup d'amendes. Au jour d'aujourd'hui, on est quitté de 4 heures du temps à 45 minutes d'hébergement pour tous les pèlerins de chaque vol. Ça fait partie de nos critères de performance. Et ce n'est pas tout. Durant le séjour, les hôtes de Dieu ont droit à une pension complète, c'est-à-dire aux 3 repas quotidiens. Des repas concoctés sur place par une équipe mixte composée de chefs cuisiniers de l'hôtel et de cuisinières venues spécialement d'Abidjan. Le quotidien, c'est de faire en sorte que tous les pèlerins, du premier au dernier, soient restaurés au petit déjeuner, au déjeuner et au dîner. Et en plus de cela, qu'ils sentent le goût ivoirien, le goût africain sur les mets produits. Pour l'ensemble des 3 repas, il faut en moyenne servir 5000 plats au quotidien. On a bien reçu, rien ne nous manque ce côté nourriture. Chacun mange à sa faim comme il le faut, comme si c'était sur histoire. On mange du bon poisson. Je viens de manger, là vous me voyez en train de manger, du tchèp au mâchoiron. Et vous savez, le mâchoiron, vraiment c'est un bon poisson qui est bon pour les gens du 2e âge. Tout ce qu'on nous sait, ça va. Il n'y a pas de problème, il y a des variétés. Ce n'est pas les mêmes plats que nous mangeons tous les jours. Ça varie. Donc ça va, par la grâce de Dieu, on ne se plaint pas. Ce même dispositif de prise en charge attend également les futurs pèlerins dans la ville sainte de la Mecque. Pour les équipes du commissariat du Hajj, le pari est d'assurer aux adorateurs des conditions idéales pour leur permettre d'accomplir sereinement le 5e pilier de l'islam. Direction Melilla pour terminer. Selon les autorités marocaines, au moins 23 migrants ont péri et 140 policiers ont été blessés lors d'une tentative d'entrée de quelques 2000 migrants dans l'enclave espagnole en territoire marocain. L'Union africaine dénonce le traitement violent et dégradant de ces migrants africains et réclame surtout une enquête sur ce drame qui sera examinée par le Conseil de sécurité de l'ONU. La justice marocaine, de son côté, a décidé de poursuivre 65 migrants pour avoir participé à la tentative de passage en force. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez sur RTI 1 à 20h50 le débat politique. Eliane Herveau et ses invités vous proposent de parler du bilan du compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire après 10 années d'existence. Restez sur RTI 1. Bonsoir à tous.